Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions d'actu, en direct comme tous les mercredis. Nous reviendrons ce soir sur les assises de l'agriculture en premier lieu. Rendez-vous majeur du monde agricole et agroalimentaire, ces assises présidées par le chef de l'État ont réuni plus de 400 participants représentant les différentes branches du secteur, et ce en présence de hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement. Elles ont pour objectif de faire un état des lieux du secteur agricole et de définir les défis à relever, surtout quand on connaît le contexte international qui risque de mettre sous pression la disponibilité de certaines denrées alimentaires. Notre deuxième thématique reviendra sur la situation du Sahel. Les travaux de la deuxième réunion de la série des réunions L'Appel du Sahel ont pris fin lundi à Alger avec la promulgation d'un communiqué final appelant à élaborer un plan d'action exhaustif de lutte contre l'extrémisme violent avec la participation des structures centrales et locales, des institutions religieuses et la société civile. L'Union interparlementaire a appelé les pays du Sahel et de l'Afrique à suivre la démarche algérienne dans la lutte antiterroriste. Parmi les thématiques retenues, le rôle des leaders intercommunautaires et religieux dans la prévention de l'extrémisme violent. On en parlera avec nos invités dans notre deuxième plateau. Mais d'abord, nous allons parler de ces assises sur l'agriculture. Je vous le disais donc à l'instant, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau nos invités, M. Ben Mohamed Khaled. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur général du BNEDER, le Bureau national d'études et du développement rural. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter. Professeur Tarek Hartani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur ces assises sur l'agriculture. Des recommandations ont été annoncées et des annonces faites par le président de la République qui ont été largement saluées par les participants. On regarde tout ça avec Amel Bouarba et on revient après pour le débat. Placé sous le slogan évocateur « Agriculture, sécurité alimentaire durable », ces assises nationales de l'agriculture incarnent l'intérêt accordé par le président de la République à ce secteur stratégique. Les participants à cette rencontre, représentant les différents acteurs du secteur, ont salué les orientations données par le chef de l'État, qui se veulent une feuille de route à appliquer dans les plus brefs délais. Monsieur le Président a demandé à l'ensemble des présents de fournir beaucoup plus d'efforts à l'effet de s'inscrire dans la modernité par rapport aux défis qui sont liés, disons, à la modernisation à travers les technologies nouvelles, à travers le recours, disons, aux techniques et économie d'eau par rapport aux besoins de l'eau, par rapport à l'irrigation. Surtout que la durabilité s'inscrit, on doit produire, mais on doit prendre soin aussi de la terre, de l'eau et de l'ensemble des intrants. Les institutions qu'a donné Monsieur le Président de la République aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène pour un corps. Surtout le problème de l'aqar, comment dirais-je, le foncier. Nous saluons les mesures décidées par le président de la République qui a dit que 2023 sera l'année de l'assainissement du foncier agricole pour créer un développement véritable et durable. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler dans ce sens avec les Wali. L'agriculture représente aujourd'hui 14,7% du PIB. L'objectif est d'atteindre les 30%. Un objectif tout à fait réalisable compte tenu des potentialités énormes que recèle l'Algérie. Parmi les priorités du président de la République, le barrage vert. Donc on a planifié un plan d'action à l'horizon 2030 et là on vient d'obtenir une première tranche financière de 10 milliards de dinars pour mettre en œuvre la première tranche du barrage vert pour la période 2023-2027. On va passer d'un ouvrage forestier à un programme de développement local. Pourquoi? Parce que ce barrage vert il traverse 13 wilayas, 183 communes et 1200 localités. On trouve plus de 7 millions d'habitants qu'on doit prendre en considération dans notre planification pour la création d'emplois et la création des petites entreprises au niveau de ces territoires. Et qui dit sécurité alimentaire dit souveraineté alimentaire, un défi à relever pour l'Algérie, appelée à assurer une agriculture plus performante, notamment en céréaliculture. D'où la nécessité de moderniser les mécanismes d'exploitation et d'aller vers une numérisation rapide du secteur.
Alors, on a compris, un secteur stratégique aujourd'hui, surtout dans le contexte international dans lequel nous nous inscrivons. Ces travaux des assises, Monsieur Ben Mohamed, sont un peu l'occasion de revenir sur nos acquis et nos lacunes pour essayer de rectifier le tir. En fait, les assises représentent des rendez-vous cycliques qui viennent par le fait du regroupement de l'ensemble des acteurs faire une halte sur l'ensemble des réalisations et l'ensemble de la mise en œuvre du programme qui aura été tracé par les pouvoirs publics en termes de développement agricole et rural. Et donc, on se voit de façon périodique, la dernière fois c'était en 2018, pour évaluer la mise en œuvre des programmes et recentrer, lorsque cela est nécessaire, les différents dispositifs, que ce soit d'accompagnement, de financement ou d'organisation mis en œuvre et établis par le secteur pour encadrer l'activité de production. Et ma foi, les résultats qui ont été annoncés hier, 14% du PIB, un peu plus de 14% du PIB, l'équivalent de 33 milliards de dollars de production agricole, c'est quand même un progrès assez substantiel par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Mais peut mieux faire. Nous ne sommes pas encore arrivés. Peut mieux faire, surtout dans un contexte qui est extrêmement contraignant, aussi bien pour ce qui concerne les conditions climatiques, changement climatique, la sécheresse, le prolongement des périodes de sécheresse, et également les turpitudes du marché extérieur et les influences des conflits, on va dire, continentaux, voire internationaux, qui impactent forcément les chaînes d'approvisionnement et qui nécessite une capacité de production locale pour préserver l'Algérie de toutes les inflexions insouhaitables. Alors on sait qu'il y a des facteurs exogènes qui influent aujourd'hui sur tout cela, vous venez de l'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs internes à chez nous, une réorganisation comme vous le disiez, une modernisation du secteur? On voit qu'il y a une volonté aujourd'hui de faire de ce secteur une pierre angulaire. On doit y aller, on n'a pas le choix aujourd'hui pour assurer notre sécurité alimentaire. Vous le disiez, 14,7% du PIB, il y a une amélioration, on peut mieux faire. Où se situent les failles aujourd'hui? Est-ce qu'on les connaît, on les a définies? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à produire plus? En fait, l'Algérie est un grand pays qui a beaucoup d'atouts entre ses mains, des potentialités naturelles et humaines et intellectuelles et même financières. En fait, ce qui ressort de ces assises, c'est que à chaque rendez-vous, donc on peut se fixer de nouveaux objectifs, des perspectives de développement suivant des filières, suivant le contexte et l'environnement extérieur et intérieur. En Algérie, en fait, beaucoup de filières ont fait d'énormes progrès. On n'importe plus pas mal de produits maraîchers, par exemple, et puis effectivement, il y a des tensions sur quelques produits également. Vous pouvez les citer comme... Oui, les viandes rouges, le lait, les céréales. Voilà. Et ces filières-là, en fait, connaissent des difficultés structurelles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être traités par un tour de magie. Il y a un travail à faire, il y a des analyses à effectuer, il y a, à mon avis, de la réflexion et de prospective. Ensuite, des réorganisations de filières, et puis... il faut absolument, à mon sens, injecter des produits de la recherche dans le développement pour pouvoir s'adapter au contexte actuel. Oui, on va voir ce que la recherche scientifique peut apporter aujourd'hui. Ça a été dit de toute façon, même pendant les assises, il faut moderniser le secteur. Est-ce que cette faible productivité est justement due à ce manque de mécanisation, de machinerie dans le secteur agricole et de modernisation ? D'abord, l'Algérie n'est pas un bloc monolithique de sols de très bonne qualité. Les étendues, les espaces qui peuvent être exploités en agriculture font partie de divers contextes agroécologiques.
tantôt nous avons des terres, notamment les terres au niveau de la frange côtière, qui sont de très bonne qualité. Ce sont des terres agricoles, profondes, avec une fertilité très intéressante et qui sont vouées à la production de cultures annuelles, de cultures maraîchage et de cultures de l'arboriculture, cultures irriguées. Un petit peu au sud, nous avons les terres des hauts plateaux. Ce sont de grands espaces étendus, plats, et qui sont destinés aux grandes cultures, aux productions qui occupent de grandes superficies, notamment les céréales, les fourrages, les légumes secs. C'est-à-dire qu'on a une cartographie. Certainement. Voilà. Donc certainement. Nous avons même une cartographie de répartition des pôles de production, des zones où les productions se distinguent selon les cultures. Et puis nous avons les grandes étendues du Sahara où les terres sont destinées à la mise en valeur agricole et justement où il y a des ressources en eau considérables. En fait, chaque partie du territoire a ses contraintes, ses propres contraintes et ses propres atouts. Améliorer la production ne peut pas être une recette applicable du nord au sud et d'est en ouest. Elle ne peut être que contextualisée. Au nord se pose la problématique de la contrainte de l'eau. Si on devait parler des céréales, de l'amélioration de la productivité des céréales, puisque c'est cela qu'il s'agit essentiellement, c'est l'alimentation de base de l'Algérien. Et ça a été rappelé par M. le Président de la République et M. le ministre de l'Agriculture hier. Les cultures céréalières sont à très fort taux d'utilisation pluviale. Ce sont des cultures pluviales, donc dépendantes de la ressource en eau naturelle, donc c'est les pluies. Il se trouve qu'il y a un déplacement de la pluviométrie d'ouest en est et du sud-ouest au nord-est. Et donc nous avons des régions où il n'est plus possible de produire de la céréale en pluvial. Il est extrêmement utile et nécessaire de procéder aux irrigations d'appoint pour améliorer la productivité, sans oublier le respect des itinéraires techniques. Les itinéraires techniques sont codifiés. Et donc, à chaque fois qu'on oublie ou qu'on n'applique pas une des opérations, cela entraîne des séquelles sur les niveaux de production. Et donc, les séquelles sont irrécouvrables. On ne peut pas les rattraper. Donc, en gros, la productivité, c'est la maîtrise de l'itinéraire technique et le respect des apports des intrants aux doses prescrites et nécessaires selon le contexte géographique. On va en parler plus en détail tout à l'heure, on va avoir un reportage. Aujourd'hui, comment la recherche peut agir sur cela? D'abord, l'objet de la recherche, c'est le vivant. Un végétal, c'est un vivant, et un animal, c'est un vivant. Donc, il y a des procédures, il y a des protocoles à respecter, et la recherche peut aider, par exemple, par les biotechnologies, pour, par exemple, améliorer la résistance d'une variété de blé à la sécheresse ou à une maladie, par exemple. La recherche peut aider pour avoir de l'endurance par rapport à un phénomène. Donc, il existe des résultats actuellement de la recherche qui ne sont pas tout à fait exploités et qui pourraient être exploités pour développer l'agriculture. Sans parler de toute la panoplie des technologies visitées dernièrement, par exemple les startups pour détecter des maladies, pour détecter des pertes de rendement, pour prédire, etc. Est-ce que la recherche scientifique est suffisamment aujourd'hui appelée ou associée justement avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir trouver les solutions adéquates? Parce que je pense qu'on peut toujours essayer de trouver des solutions à certains problèmes. Quand il s'agit de biométrie, on sait qu'il y a, vous parlez d'irrigation d'appoint, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des propositions et des solutions. Est-ce que la recherche scientifique est associée? Alors, en fait, nous plaidons pour une association beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Parce que si on peut considérer qu'à travers l'Algérie, il y a en gros une trentaine de départements d'agronomie à travers toutes les universités, établissements universitaires qui font de la recherche agronomique et qui pourraient, par exemple, tisser des liens avec les directions des services agricoles locaux pour trouver des solutions locales à des problématiques qui se posent. On sait, ça a été dit hier, l'université doit être impliquée, mais on sait que la recherche scientifique ne reçoit pas beaucoup un budget très faible en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui on pense justement associer davantage les universités, les universitaires, les chercheurs, si on veut améliorer notre rendement? Je pense que la modernisation passe par la science aujourd'hui. C'est inévitable. Nous avons des problématiques auxquelles nous devons apporter les réponses parce qu'il est vital qu'on puisse surmonter les contraintes que nous avons en face, notamment la sécheresse, le manque de précipitations, le changement climatique et surtout le rétrécissement du cycle de production des cultures. Il y a de plus en plus, les précipitations viennent de plus en plus tard et les chaleurs viennent de plus en plus tôt. Et donc vous avez le cycle du végétal qui est très raccourci. Et s'il n'y a pas l'apport de la science, de la recherche, on va continuer à travailler avec le même matériel végétal. Oui. Et on aura exactement les mêmes performances. Les choses ne vont pas en s'améliorant concernant les aléas climatiques. Tout à fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Sauf que, si vous permettez, c'est une question d'approche. La recherche scientifique fait de la recherche et attend à ce qu'on fasse appel à elle. Chacun campe sur ses positions. Le secteur utilisateur est confronté à ces problématiques, n'a pas le temps de lever la tête. Et on se dit, la recherche, où est-elle? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande. Aujourd'hui, il y a un besoin, mais il n'y a pas cette demande. Ce qui pourrait déclencher cette demande, c'est qu'il y ait des opérateurs économiques qui soient intéressés par leur propre production et qui font face à des problématiques lancinantes telles que celles du matériel végétal à utiliser, les techniques et l'adaptation de l'itinéraire technique au contexte qu'ils ont. Cela peut mobiliser les financements nécessaires pour demander au segment de la recherche de pouvoir apporter les réponses qu'ils attendent. Mais il faudrait pour cela qu'il y ait des sortes de contrats de performance. Ouais. Nous sommes d'accord qu'un investisseur pourrait financer, je vous donne ceci pour que vous me donniez cela. Oui. Et donc dès lors qu'on installe cette logique de résultat, bon, ça va patiner un petit peu, mais au fond ça va donner c'est ce qui est demandé aujourd'hui, c'est l'atteinte des objectifs, l'atteinte des résultats. Alors, on l'a compris, les agriculteurs doivent introduire des méthodes innovantes. Alors, pour rationaliser l'utilisation de l'eau et minimiser les pertes, on parlait de schéma technique, d'un itinéraire technique précis à suivre. On va regarder tout cela. On a été au niveau de l'Institut national des sols et de l'irrigation. On regarde le reportage et on revient juste après. L'application de l'itinéraire technique à toutes les cultures est la clé de voûte pour l'essor du secteur agricole. L'enchaînement logique et ordonné des interventions techniques culturelles permet de tirer le maximum des potentialités du milieu, du semis à la récolte. La première étape étant la sélection des bonnes semences à travers un contrôle de végétation. Il y a un numéro d'analyse qui est délivré pour l'échantillon soumis, qui est un numéro chronologique et unique pour chaque échantillon. On procède directement à la préparation d'échantillons de travail à partir d'échantillons soumis. Pour cela, il y a un diviseur arrive, donc à l'aide de ce diviseur, qui va permettre l'obtention d'un échantillon. Donc on va procéder à deux homogénéisations et une division, jusqu'à l'obtention d'échantillons de travail. Une fois certifiées, les semences de bonne valeur agronomique sont mises à la disposition des agriculteurs. Mais pour la réussite de l'itinéraire technique, le sol doit être bien préparé. Pour en savoir plus, nous sommes à Ouatsmart, dans l'une des 9 fermes des stations de plateforme de l'Institut technique des grandes cultures. La graine a besoin d'un bon lit de semences, d'une bonne préparation du lit de semences. On doit attendre les premières pluies d'automne. On sème dans les délais bien précis, d'accord. Une fois la graine est germée, elle a besoin d'un engraissement.
Donc on doit faire l'apport d'azote. C'est lui qui favorise le bon talage. Donc une fois nous avons un bon talage, donc nous avons plusieurs tales, plusieurs épis, plusieurs graines. Donc c'est ce qui nous donne un bon rendement. Le respect de l'itinéraire technique offre la possibilité d'augmenter le rendement, que ce soit pour les céréales ou une production végétale quelconque, alors que son non-respect engendre une perte de rendement. A contrario, justement, si l'agriculteur n'applique pas ce bon itinéraire technique, les chutes de rendement peuvent aller jusqu'à 50%. Donc aujourd'hui, on est entre 20 et 25 quintaux dans les plateformes de semences, mais ça peut descendre jusqu'à 10-15 quintaux dans les productions de grains. Et du coup, nous perdons beaucoup en production agricole. Nous pouvons justement, si on applique le bon itinéraire technique, atteindre l'objectif national des 80 à 100 millions de quintaux. Et pour optimiser justement le rendement, l'analyse du sol est indispensable. Ces analyses de sol lui permettront de connaître le niveau de fertilité de son sol et de pouvoir choisir quels sont les engrais qu'il doit utiliser selon le type de sol de terreau et quelle est la quantité aussi d'engrais qu'il doit utiliser comme engrais de fond. Et de la même manière aussi pour les engrais de couverture. L'itinéraire technique doit être adapté selon les territoires. On ne peut pas faire un itinéraire classique de l'Est, on va l'adapter à l'Ouest. Les sols sont complètement différents, la texture est différente et le niveau de fertilité est complètement différent. La formation des agriculteurs à ce type de technique devient dès lors incontournable lorsque l'on sait que l'enjeu est une nette amélioration du rendement, ce qui mènera à assurer une sécurité alimentaire et pourquoi pas s'accaparer d'importantes parts de marché à l'international à travers une stratégie nationale de l'export hors hydrocarbures, objectif ultime des pouvoirs publics. Alors on le voit, c'est très précis. Aujourd'hui, est-ce que nos agriculteurs maîtrisent cet itinéraire technique et est-ce qu'en le maîtrisant, on pourrait doubler nos chiffres qui sont le rendement est de 23 quintaux à l'hectare et pour atteindre l'autosuffisance, il faudrait produire au moins 35 quintaux de céréales à l'hectare. Est-ce qu'en respectant cet itinéraire technique, cela permettrait d'aller vers ces chiffres ? Cela permettrait d'atteindre des performances en tout cas meilleures. Doubler carrément le rendement de... Ça peut se faire dans certaines régions, pas dans toutes les régions. Ça deviendrait trop cher de pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que l'itinéraire technique est codifié, comme nous l'avons dit, et que les quantités d'intrants sont fixées très précisément en termes de doses à l'hectare et en termes de période d'apport. Il y a des cycles clés, si on devait rester dans le domaine de la céréaliculture, pour laquelle le rendement moyen est estimé à 23 quintaux. Il est à signaler que ça fait près d'une vingtaine d'années que nous ne sommes pas descendu en deçà des 14 quintaux. Ce qui est une prouesse parce que la culture de la céréale était très corrélée avec les précipitations. Et on a remarqué ces dernières années qu'il y a une décorrélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos exploitants, nos agriculteurs, nos céréaliculteurs commencent à avoir une meilleure maîtrise de l'itinéraire technique. Ils ne sont plus aussi vulnérables vis-à-vis de la variabilité climatique, ce qui est une bonne chose. Mais on peut faire mieux. Et certainement, on pourrait faire mieux avec moins de ressources, en optimisant la ressource. Oui. Il est évident qu'au niveau des grandes exploitations du Sud, il y a une mauvaise exploitation et une mauvaise valorisation du mètre cube d'eau d'irrigation. Ça a été rappelé par M. le Président hier. Conduire une céréale sous irrigation intégrale, non pas complémentaire mais totale, et ne pas réaliser des performances au-delà des 50 à 60 quintaux, ce n'est plus rentable. Et donc, à ce titre, il y a, par l'application d'un itinéraire technique intelligent et réglé comme une montre, on pourrait réaliser des performances considérables avec, on va dire, une économie de ressources substantielle en termes d'utilisation des engrais et en termes d'utilisation de l'irrigation. Il faut savoir qu'au sud, les sols sont très filtrants, sont sablonneux,
très filtrant. Donc, il ne sert à rien d'irriguer en continu, parce que nous sommes en train de perdre de l'eau et des engrais. Mais est-ce que les agriculteurs ont ces informations, sont formés justement pour rationaliser l'utilisation de l'eau, pour optimiser les ressources en eau, pour suivre cet itinéraire technique? Est-ce qu'il y a ces formations derrière? C'est exactement le programme mis en œuvre par le secteur et les recentrages nécessaires prônés par les recommandations énumérées hier, qu'il va falloir se déployer encore plus pour encadrer un maximum d'exploitants à l'effet de leur permettre une meilleure prise en main de l'itinéraire technique. Il se trouve que l'agriculteur est pratiquement seul à combattre les aléas climatiques. L'activité agricole est une activité civile et non pas commerciale, parce qu'elle se produit dans un environnement non contrôlé, soumis aux aléas climatiques. Et donc, l'agriculteur a également ses propres problèmes de financement, de capitalisation, de disponibilité d'un certain nombre de produits quand il veut. Et ce genre de petits problèmes font que l'itinéraire technique se décale de temps en temps. Et donc plus on décale, plus il faut de l'adaptation et plus il faut de l'encadrement. Et donc c'est ce qui a été préconisé dans le cadre de ces assises pour améliorer l'encadrement et surtout le suivi par le biais des techniciens des instituts techniques, comme nous avons vu avec l'INSEAD, avec l'Institut technique des grandes cultures, avec l'Institut de la vulgarisation agricole, pour essayer de montrer le chemin et d'améliorer les performances des exploitants. Après, il faudrait que les agriculteurs eux-mêmes décident d'y aller, parce qu'il peut y avoir des réticences parfois à l'utilisation de certains itinéraires techniques. Les chambres de l'agriculture participent à ce lien et à cette, on va dire, à cette vulgarisation des techniques les plus appropriées, puisque c'est un maillon qui représente les professionnels, et entre les professionnels, ils discutent, ils demandent. L'agriculteur... Ils s'organisent aussi, les agriculteurs. Ils s'organisent tout à fait. Et la profession s'organise. Et les agriculteurs, ce sont d'excellents gestionnaires de risques. Et donc, ils savent où mettre leurs œufs. Donc, ils ont besoin de voir une expérience réussie pour qu'ils puissent suivre. Oui, donc, c'est ça. Alors, justement, comment atteindre ces 60 quintaux? Aujourd'hui, on sait que la production céréalière dépend en large partie de la météo, mais il y a aussi d'autres facteurs, comme l'appauvrissement des sols. Il faudrait aussi agir à ce niveau-là. Oui. En fait, je voudrais revenir sur le fait que l'itinéraire technique est la clé de voûte de la problématique de la céréaliculture en Algérie, mais pas que. Il faut savoir également que les variétés actuellement cultivées ont un potentiel de 80 à 90 quintaux à l'hectare. Alors, quand on parle de 25 quintaux à l'hectare, c'est qu'on est en dessous. Ça veut dire que ce potentiel ne peut pas s'exprimer pour des raisons à déterminer, parfois que l'on connaît. Alors, il y a, lorsqu'on est dans des situations d'irrigation intégrale, donc effectivement, on a de plus forts rendements. Mais effectivement, d'un point de vue agroécologique, il y a des pertes d'eau par évaporation, par infiltration. On a des excès d'engrais, parfois du défaut d'engrais. Donc, en fait, l'itinéraire technique, ce n'est pas une science exacte finalement. Oui. Et cela permet quand même d'améliorer le rendement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture du Sud est sur laquelle on doit miser ? On l'a entendu pendant les assises que l'agriculture du Sud nécessite désormais d'autres mesures, dont une production 2 fois par an, et que seuls les wilayas du Sud sont capables d'atteindre cette autosuffisance en céréales. Est-ce le cas? Cela coule de source. Sans jeu de mots, c'est au niveau de ces zones-là où nous avons des ressources en eau très importantes et des étendues en sol capables de porter l'effort de production à des niveaux, on va dire, industriels. Ce n'est pas le cas au nord. Au nord, nous avons des contraintes de morcellement des terres agricoles. Donc, économiquement, ce n'est pas intéressant. Et puis, vous avez des contraintes climatiques. Et donc,
Nous avons cette opportunité. On est arrivé quand même à produire 55 quintaux l'hectare au sud, donc il y a du potentiel. Tout à fait. Nous avons une profondeur territoriale à exploiter. Nous avons l'opportunité d'avoir également des ressources en eau considérables et des terrains aptes à l'agriculture et qui sont vierges et en termes de techniques de production céréalière, ils sont isolés. Isoler permet de produire de la semence de très bonne qualité sans qu'il y ait de mélange variétaux. Et là, c'est un atout très appréciable. Et au nord, nous pouvons réaliser des performances beaucoup plus importantes que ce que nous faisons actuellement si on maîtrisait les irrigations, notamment les irrigations d'appoint, avec une approche qui imite les meilleures années pluvieuses au cours desquelles nous avons eu les meilleurs rendements. Et bon, on va faire du biomimétisme, on va imiter la nature. Selon certains calculs, il se trouve que la céréale donne de très bons rendements quand elle reçoit, pendant le cycle végétatif, au-delà de 300 mm d'eau pour les 5 premiers mois de l'année, on va dire de janvier à mai, pendant le cycle végétatif. Et donc, imitant la nature et donnant à la céréale la quantité d'eau répartie selon le stade végétatif et selon les besoins, comme le fait la nature quand elle nous donne de très bonnes années. Ouais. Et on sortirait de la logique de laisser la céréale survivre, la maintenir en survie en lui donnant des doses quand il y a des sécheresses. Nous ne devrions pas composer avec la sécheresse, nous devrions composer avec les besoins de la céréale en lui donnant les quantités nécessaires, qu'il pleuve ou pas. Alors on comprend que tout était précis. La nouvelle donne climatique impose aussi la sélection des semences aujourd'hui qui soient plus résistantes à la sécheresse et aux parasites. On a des données aujourd'hui sur tout ce qui doit être fait. Est-ce qu'on a les vraies données ou pas? En tout cas, ça a été pointé du doigt par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un accès à l'information fiable pour pouvoir ajuster les politiques publiques. Aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est clair. Si nous n'avons pas des données fiables, nous ne pouvons pas avancer. Je vous dis par exemple, pour revenir sur la question précédente, si je sais que j'ai 3 années de sécheresse sur 4, je vous dirais pendant les années sèches, je vais cultiver dans le Grand Sud avec une irrigation intégrale. Et c'est pas la peine d'investir ni dans les hauts plateaux où il y a des terres, assez considérables, ni même en zone subhumide. Par contre, alors il faut arriver à produire une information fiable. Qui soit scientifique par rapport à la pluviométrie, par rapport aux potentialités des semences, par rapport aux mauvaises herbes et aux maladies qui pourraient survenir suite à des pratiques inadéquates. Et ça, en fait, nous y travaillons dans notre école d'agronomie actuellement. La numérisation, la transparence aujourd'hui essentiel. Dans le secteur. La numérisation et la transparence permettent d'avoir des statistiques. Et en termes statistiques, parler d'informations et de données fiables somme toute relatif. Pourquoi? Parce que le monde de l'agriculture bouge tout le temps. Et la statistique permet de recueillir des données à un instant T. On prend une photographie et on essaie de transformer ces données-là en mesures. Superficie, quantité de production par telle culture. Mais nous avons au cours de l'année plusieurs spéculations, plusieurs cycles. Donc, parler de données fiables, on va dire de statistiques fiables. Oui. La donnée réelle n'existe pas. Elle est relative et il y a des incertitudes. Là, on parlait de chiffres quand même du double. Les terres agricoles exploitées ne dépassaient pas les 1,8 million d'hectares face aux 3 millions qu'on a annoncés. Tout à fait. Je ne parle pas des têtes de bétail pareil. Donc, on avait quand même, c'était complètement faussé. Aujourd'hui, il faut revenir aux statistiques. À la rigueur statistique et au système de collecte de données vérifiable. Il est à signaler que nous n'avons pas pu réaliser le recensement général de l'agriculture depuis 2001. Et donc nous sommes à 22 ans où nous avons les informations à travers des enquêtes administratives, une collecte de données et qui a son biais. Et il est nécessaire de procéder de façon cyclique
à l'établissement de recensement de statistiques pour qu'on puisse être alimenté au même titre que le recensement de l'habitat et de la population qui se fait tous les 10 ans et qui donne une photographie à un instant T de la structure. Et donc c'est dont nous avons besoin, une photographie à un instant T de la structure agraire en termes de superficie, en termes de répartition, en termes de type de production qui existe. Nous avons vu l'installation de nouveaux types de production dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a une fois qu'on a l'accès à toutes ces infos, à toutes ces données, et quand on a un secteur modernisé, est-ce que cela peut attirer aussi les jeunes qui boudent un peu le secteur de l'agriculture, où on ne trouve pas de main-d'œuvre? Est-ce que cela peut justement pousser les jeunes à investir ce secteur? Bien sûr, en fait... On pense toujours que l'agriculture, c'est un dur travail, où il y a beaucoup de labeur. Aujourd'hui, non, avec la modernisation, on peut justement... Oui, la modernisation, la numérisation sont deux facteurs en fait, qui sont complémentaires. Pour un jeune, effectivement, l'image de l'agriculteur, c'est en fait la pénibilité, c'est un milieu hostile, c'est des contraintes, y compris pour l'élevage, surtout pour l'élevage, je dirais. Mais en fait... Aujourd'hui, si on regarde un peu à travers différents pays dans le monde, l'introduction de moyens modernes, par exemple des machines agricoles qui facilitent le semis, qui facilitent la fertilisation, ça réduit beaucoup la main-d'œuvre et c'est plus performant. Et donc les jeunes sont tout à fait branchés avec ces nouvelles technologies aujourd'hui. Et puis aussi à l'industrie de la transformation qui va avec et qui pourrait... intéresser plus d'investisseurs ou plus de jeunes dans cela. En tout cas, des annonces intéressantes ont été faites, comme celle de vouloir financer à 90% des projets porteurs. Il y a aussi cette annonce sur le foncier agricole. La terre revient à celui qui la cultive. Aujourd'hui, on veut encourager l'agriculture par tous les moyens. Régulariser le foncier est une étape aussi primordiale. Nécessaire, puisque le foncier est le support de l'activité agricole. Et sans situation foncière claire, nous nous retrouvons avec des espaces entiers inexploités. Les cadres du secteur, et ça a été rappelé hier également par Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, que la reprise des textes, la révision des textes qui encadrent le foncier est nécessaire. Et ils ont même orienté les évolutions, les thématiques qu'il va falloir investir, notamment pour ce qui concerne les actes de partenariat. Monsieur le Président, hier, il a précisé que la terre reviendrait à celui qui investit et qui travaille la terre et non pas à celui qui détient par une sorte de situation de rente un document qui en fait le dépositaire de cette terre agricole et qui ne fait aucun effort. Ça, c'est une ouverture et une orientation extrêmement intéressante, extrêmement utile. Il y a également le problème de la cession du droit de concession quand vous avez des héritages dans une concession, quand vous avez une concession où il y a de l'indivision. Il est impératif qu'on puisse légiférer et créer les textes, les mécanismes et dispositifs à même, aussi sur le plan législatif. À même d'encadrer ce genre de passation de témoins entre les générations ou entre les exploitants et créer une sorte de marché du foncier régulé, surveillé et contrôlé. Ça diminuerait énormément les spéculations et tout ce qui se fait à l'abri de la réglementation. Un dernier mot peut-être sur cette question. On arrive au terme de ce premier plateau sur le foncier. Effectivement, le foncier, c'est le socle de l'agriculture. Je pense que c'est une thématique ancienne et d'actualité, donc il faudra régulariser pour permettre à nos fallahs et à nos jeunes en fait, d'exercer pleinement leur activité. Oui, tout à fait. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. On n'a pas eu le temps de débattre de toutes les questions qu'il fallait, mais il nous faudrait plus de temps. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.